Donc une première idée, on a parlé compétitivité coût, compétitivité hors coût et mobilisation des actifs immatériels sur la partie hors coût. Il y a une autre idée sur laquelle on a travaillé qui est finalement quelle répartition des investissements en termes de produits, de fonctionnalités et de valeurs symboliques. D'accord ? Notre idée est qu'aujourd'hui, on focalise, donc dans l'industrie, on se focalise encore beaucoup finalement sur le produit, c'est-à-dire l'objet physique, et beaucoup moins sur les fonctionnalités et la valeur symbolique. Or, donc c'est peut-être quelques illustrations de ce qu'on appelle donc objet physique. Donc l'objet physique, ses caractéristiques vont être des notions de qualité, de robustesse, de pérennité, etc. Les fonctionnalités vont être plutôt des possibilités d'usage, de la modularité, de l'évolutivité, de la facilité de mise en œuvre, de l'assistance des services. Et la force symbolique va concerner des notions plutôt de différenciation, de communauté d'appartenance, de design, d'image, d'innovation, de personnalisation. Alors, notre propos n'est pas de dire il faut négliger le produit, négliger sa qualité, etc. D'accord ? Mais c'est quasi un dû, et donc c'est pas par là que se fera la différenciation. La différenciation, elle se fera sur les fonctionnalités, sur la force symbolique. Ce qu'on représentait en fait ici en termes d'investissement, il faudrait passer d'un investissement majoritairement fait sur l'objet pour passer en relatif, sur un investissement réalisé sur le fonctionnel et sur le symbolique. Et c'est ça en fait qui permet aux entreprises finalement de vendre, soit de sécuriser leur prix de vente, voire de pratiquer des prix de vente supérieurs à ceux de leurs concurrents. Après, on a l'idée que c'est une notion qui concerne principalement le B2C. En réalité, ça concerne également, on a des cas d'application dans le B2C. Pourquoi les industriels, Eric pourrait nous en parler, pourquoi les industriels veulent acheter des capteurs allemands? Pourquoi? On en reparlera un petit peu dans le cas des écosystèmes. Il y a un point dont on est vachement fier en France, c'est sur le design. On pense qu'on est des champions du monde du design. Le pays européen qui a l'industrie du design la plus développée, c'est l'Allemagne, et de très très loin. Et de très très loin. Donc on pense qu'on a des redoutables designers, mais le chiffre d'affaires effectivement donc des designers en Allemagne par rapport à la France, c'est un facteur 3. Donc les champions du monde du design dans le monde industriel, ce sont les Allemands. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on peut travailler évidemment l'objet, mais que la question de la dimension symbolique, c'est quelque chose de très important, et pas uniquement sur la voiture, mais sur une machine, sur un capteur, sur l'ensemble des éléments effectivement qui font le mix produit. Donc à nouveau, c'est un élément de performance économique extrêmement importante. On a d'ailleurs trouvé l'exemple d'une entreprise allemande qui fabrique des produits qui ne sont absolument pas des produits qu'on a envie d'exposer dans sa bibliothèque, plutôt des produits des systèmes d'automatisme, etc., et qui investit lourdement en fait, dans le design de ces produits, et qui se targue d'avoir des prix de design pour, alors je ne sais plus exactement les types de composants, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler, donc des morceaux, des composants d'automatisme. Si on devait retenir trois choses sur cette partie, donc développer les dimensions fonctionnelles et symboliques. Donc, premier enseignement, donc c'est développer une approche usage. On voit très bien la logique dans laquelle on se situe, de détention, de moindre détention de biens physiques et d'achat de prestations de services. Et donc, c'est finalement un rapprochement entre le monde de l'industrie et le monde des services. Développer une approche relationnelle, donc d'être capable finalement d'apporter quelque chose de très adapté aux attentes de mes clients
et de me différencier sur ce concept. Et puis dernier point, mais Hervé vient d'en parler, donc sur le design. Avez-vous des remarques? On va passer ensuite au... On avait quand même juste un petit élément sur l'outil, hein, le Rexi qu'on avait déjà identifié en première saison. Si tu peux c'est toi qui es là, Très bien, c'est à moi. Donc, il s'agit de faire en sorte de s'assurer de la cohérence entre l'immatériel et le design dont on vient de parler. C'est-à-dire que l'ensemble de cette personnalité, elle doit le plus possible créer cette force symbolique. Donc ça passe par le design, pas uniquement. En termes de pilotage de performance, on avait mis en évidence lors du quart d'heure d'avance numéro 1, donc c'est à titre de rappel pour un certain nombre d'entre vous, je vois Stéphane qui lève les yeux au ciel, donc je vais quand même faire le rappel, c'est comment on mesure la valeur additionnelle créée par l'immatériel. Donc on s'était intéressé au compte de résultat, puisque le compte de résultat il est manipulé par les managers au quotidien, en tout cas la notion de chiffre d'affaires et de marge leur est familière. Et la mise en évidence dans un résultat d'exploitation, à la fois un résultat d'exploitation standard et un résultat d'exploitation immatériel. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre les deux? On reprend la base de coûts, c'est quelque chose qui est accessible auprès d'un directeur financier, d'un contrôleur de gestion, la comptabilité analytique, et dans cette base de coûts, il s'agit de différencier ce qui est coût de singularité par rapport à des coûts standards, c'est-à-dire les coûts qui sont nécessaires, obligatoires pour exister sur le marché. Pour tout acteur opérant dans ce secteur, une offre qu'on a appelée low cost no brand. Dans l'exemple qu'on avait pris, c'était l'exemple de Petit Navire. Donc c'est une marque distributeur concurrente sur le thon en boîte. C'est ce qu'il faut pour exister sur le marché. Et puis à l'inverse, il y a des coûts de singularité, des coûts qui font cette différence. Par exemple, dans le cas de Petit Navire, et le financement d'équipes de sourcing qui s'assurent en permanence d'avoir le saumon sourcé en Alaska de meilleure qualité possible, ou bien un modèle intégré de production entre la flotte de pêche, la transformation de la matière première, la conserverie, la mise sur le marché, ou bien des relations historiques particulières de bonne qualité avec les enseignes. Donc tout ça, ça génère des coûts, et ces coûts, on les trouve chez Petit Navire, on ne les trouve pas nécessairement chez un concurrent low cost no brand. Et donc si on fait le distinguo, la différence entre le price premium que ces coûts génèrent sur le marché, c'est-à-dire en l'occurrence en France, dans un linéaire, le thon en boîte de Petit Navire, c'est un price premium qui est assez important, qui est de l'ordre de 30% par rapport à une marque distributeur. Eh bien, le résultat d'exploitation immatérielle, c'est la différence entre ce price premium et les coûts de singularité. Et quand on fait ça, on regarde le compte de résultat de manière un peu différente, sans doute plus intéressante. On s'aperçoit que le retour d'investissement sur l'immatériel est plus intéressant que celui sur le retour sur investissement sur les coûts standards, sur les investissements standards. Donc c'est un guide pour les décideurs en matière d'allocation de ressources, en matière de choix d'investissement. On peut s'apercevoir que l'on sous-investit sur l'immatériel, sur ce qui fait la différence, ou bien qu'on néglige peut-être la performance standard, ou à l'inverse, qu'on investit bien dans l'immatériel, mais qu'on n'arrive pas à le faire passer dans le price premium. Donc c'est une autre lecture finalement de cette performance par ce résultat d'exploitation immatérielle, alors qui est opérant dans l'industrie, mais qu'on peut transposer dans tous les secteurs.